Bonjour, bonsoir à tous. Là, j'ai relancé un petit live, on va essayer de jouer à quelque chose juste après, mais avant, j'avais envie de faire une toute petite vidéo pour donner mon retour sur Tronares, rien de bien vilain d'ailleurs, tiens, je vais l'afficher, hop là, sans non plus faire l'impasse sur l'évidence. Euh, ça sera mieux en haut, ouais, ça sera mieux en haut, et ça, du coup, on va le mettre en bas. En bas à gauche. Ouais, là, c'est l'endroit le moins chargé pour l'instant, on verra plus tard. Sans oublier l'évidence. Donc déjà, premier disclaimer, je vous invite à regarder les dossiers qui sont sortis sur Jared Leto, qui est un des acteurs principaux de ce film. Il est même d'ailleurs enfin, je pense un peu trop principal, c'est d'ailleurs un des problèmes de ce film. En dehors de toute cette enlevons de côté toutes ces potentielles qualités d'acteur, de musicien, de bidule, de tout ça. Si vous êtes d'accord pour séparer l'œuvre de l'artiste, alors on peut dire à quel point cet humain semble être quelqu'un de pas très bien, sans dire oui mais ce qu'il fait c'est vachement bien. On s'en fout, c'est pas le sujet. Il y a quand même 9 femmes qui l'accusent de conduite sexuelle particulièrement déplacée. Je vous invite à regarder sur internet, vous tapez juste Jared Leto controverse ou controversy ou sexual harassment, vous trouverez des informations. Je l'ai fait aussi, je vous invite à le faire pour vous forger votre propre opinion. Rappelons aussi qu'il a fait un culte à la jeunesse, enfin un culte à sa personne avec l'autre membre de son groupe autour de personnes très jeunes. Il a quand même eu des comportements vers des filles jeunes en particulier. Donc voilà, hein. Je ne mets pas du tout ça de côté et j'expliquerai aussi pourquoi, malgré ça, je suis allé le voir au cinéma. L'une des raisons principales, c'est que justement, Tron a une histoire un peu particulière pour moi, un petit affect un peu particulier. Pas tant le premier que j'avais pas vu à l'époque, malgré mon âge ancien, j'aurais pu le voir à l'époque, mais j'en avais toujours entendu parler, j'avais toujours entendu sa place dans le cinéma, en particulier dans le cinéma d'animation. Enfin, pas dans le cinéma d'animation, mais dans les effets spéciaux. Euh, c'est presque un film d'animation avec de la rotoscopie, en fait, dans le fond. Et c'est ça qui était vraiment ouf, ça donnait une vision particulière, et c'est vrai que dans les films de jeux vidéo, il avait sa place, parce que c'est un des films de l'époque qui parlait bien de jeux vidéo avec Wargames, que j'avais vu à l'époque, qui était très très chouette. Donc ouais, Tron avait déjà une certaine aura, malgré que ce soit déjà un film de Disney à l'époque, mais il y avait un Jeff Bridges que j'aimais bien, qui était cool, etc. Et je bossais au cinéma. J'étais caissier au cinéma quand Tron Legacy est sorti. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir, parce que j'allais voir un peu tous les films à l'époque, vu que je ne payais pas forcément l'entrée. Euh, et je suis allé le voir, et grand bien m'en a fait. Le film est vraiment pas bon sur plein de détails. En particulier tout ce qui est narratif, tout ce qui est personnage principal, même si ça m'avait pas trop gêné, le personnage principal est vraiment un personnage fonction avec avec très très peu de personnalité, mais côté cool qui était pas trop dérangeant, et à l'époque ça m'avait pas trop gêné. Maintenant, quand je l'ai revu, le personnage féminin aurait pu être beaucoup mieux écrit, surtout qu'il y avait vraiment quelque chose de très intéressant à faire, et la trope du Born Sexy Yesterday qui est un peu gênant. Vous pouvez chercher la chaîne Pop Culture Détective qui en parle très bien du Born Sexy Yesterday pour les anglophones, qui donne pas mal d'infos dessus, et il en parle en particulier pour le cinquième élément, qui met vraiment le doigt sur des trucs qui me gênent pas mal dans ce trope et dans ce film, et en particulier pour le réalisateur, on va en revenir. Mais voilà, et du coup, mais en dehors de cette qualité narrative très faible, il y avait un côté cool, et il y avait un choix esthétique qui était juste bluffant, enfin c'était juste magnifique, vraiment. Je me suis pris des baffes parce que j'adorais la DA, parce que la musique des Daft Punk colle parfaitement à l'ambiance, ces trucs, même si en effet ça aurait pu être un peu mieux fait, si ça aurait pu être encore mieux. Il avait ce côté cool, sympa, et en plus j'ai eu la chance de le voir à l'époque au ciné, et pour une fois je vais dire ça, je l'ai vu en 3D.
Et c'est pour moi le seul film de grand public et grand spectacle qui a fait quelque chose d'intéressant avec la 3D, et je dis bien le seul, à ma connaissance. Je sais qu'il y a des films expérimentaux qui ont fait des choses complètement folles avec 2 films différents pour chaque œil, avec des trucs comme ça, enfin bref. Je sais qu'il y a eu des expérimentations qui ont été faites, mais là, dans ce film, en fait, toutes les choses qui ont été tournées dans le monde réel, donc il y a un monde virtuel et un monde réel d'entre eux. Je vais revenir après pour la suite, pour expliquer l'histoire, mais du coup, il y a un monde virtuel et un monde réel. Et à un moment, le personnage principal va dans le monde réel, dans le monde virtuel. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé la 3D uniquement dans le monde virtuel. Ce qui fait que dans le monde on est face à le monde réel, on est face à un film live classique, et dès qu'on passe en 3D, dès qu'on passe le monde, on a ce monde qui nous jaillit au visage, qui arrive et qu'on est complètement dedans, en plus puisque c'était très noir avec des lignes lumineuses, etc. Ça marchait très très bien, il y avait un peu de ghosting à l'époque, mais dans les meilleures salles, c'était vraiment... Ça marchait très très bien, c'est une des 3D que j'ai le mieux vécu. Et à l'époque, le de-aging de Jeff Bridges, donc le fait de le rendre jeune, c'est quand même la première fois qu'on le voit. Et à part en effet de le voir dans le monde réel avant, qui est la seule petite faute où en effet ne pas le voir aurait permis de garder cet effet, il est étrange, il est bizarre, mais en même temps c'est une version digitale, donc ça colle avec le propos. En dehors de ça, visuellement et esthétiquement d'une manière générale, avec la musique, je me suis pris une baffe, et ce film est, je vais dire enjoyable, mais appréciable parce que agréable, parce qu'on passe un temps moment, voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, j'ai vraiment passé un bon moment, et je le revois avec pas mal de plaisir. La BO, je me la passe très régulièrement, même si je suis pas un immense fan de Daft Punk, ça fait partie des BO qui, je trouve, accompagnent bien pas mal de choses. J'ai un très bon souvenir avec un pote qui est maintenant au Québec, si jamais il nous regarde, sur ce film sur lequel on a défendu pas mal. Il fait partie des films où je sais que filmiquement il y a plein de défauts, mais je m'en fous, je le kiffe. Parce qu'il est cool. C'est vraiment ça. Parce qu'il est cool, parce que Jeff Bridges est cool, parce qu'il y a des moments sympas. Et parce que ça pourrait être pire, il y a des sujets qui sont amenés, le sujet de Cora et des ISO, etc. Tu fais genre, ah ouais, ils ont tenté quelque chose. Ils ont tenté un truc. Il y avait un truc au fond qui est intéressant. Ça n'a pas très bien marché, etc. Donc je ne suis pas super surpris que ce n'ait pas été continué par la suite. Et quelques années plus tard, j'attends du coup la naissance du projet Tronares. Et là, au début, je me suis dit, pourquoi pas? J'apprends que j'arrête le tour sur le projet, je savais pas encore tous les problèmes de comportement qu'il a pu avoir. Je me suis dit, oui, tous les films dans lesquels il joue sont pourris, même si je pense pas qu'il soit un mauvais acteur en soi, c'est pas lui qui pourrit les films. En tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque. Bon, ça donne pas envie parce que voilà quoi. La réputation le précède. Et le seul film dans lequel que j'ai vu avec lui qui est pas si mauvais que ça, à part, je suis pas fan de Requiem for a Dream, même s'il est bien. Je suis pas méga fan. J'ai pas vu Mr Nobody. Je pense à Blade Runner 2049 de Villeneuve. Le fait de savoir que ça devait être David Bowie, et on comprend pourquoi quand on le voit avec les yeux. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est le truc de cet acteur, genre, putain, mais j'ai des yeux. Et ça revient dedans, et tout le monde a des yeux, bonhomme. Tout le monde a des yeux. Enfin, pas tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que l'écrasante majorité des gens ont des yeux plus ou moins. Et c'est vraiment la glorification de ces yeux, ce truc me perturbe, me fait chier. Et je vais couper le cadrage automatique. Je pense que ce sera mieux comme ça, là, au moins ça bougera pas. Ça reste un plan large, c'est mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais du coup, dans le jeu vidéo, je vais le garder par contre. Vu que je suis en petit, ça me permet de le voir en plus grand. En petit dans le cadre, bref. Et donc, je me dis, ouais, non, j'ai pas envie de le voir, j'ai vraiment pas envie de le voir.
Et malheureusement, j'apprends qui est à la BO, et c'est ces bons vieux Nine Inch Nails qui sont la BO. Et je me dis, ouais, merde, encore un très bon choix, parce que la musique électronique Nine Inch Nails des années 90, ça colle bien en plus avec Ares. Je connaissais pas du tout le sujet, mais en effet, Dieu de la guerre, etc. Machin, il y a un côté beaucoup plus indus, beaucoup plus abrasif, etc. Ouais, là, il y a tout de suite, il y a une idée qui me plaît. Je vois qu'ils prennent en effet le ton du rouge, etc. Sur un truc, je me dis, ouais, il y a quelque chose. Esthétiquement, il peut y avoir quelque chose. Donc, j'ai décidé d'aller le voir pour ça. Uniquement pour la musique et par amour, entre guillemets, du Legacy, malgré ses défauts. Et après, je me suis dit, ça me permettra d'en parler, ça me permettra d'avoir mon avis, ça permettra à des personnes qui n'ont peut-être qui ont peut-être entendu l'histoire qui hésitent peut-être à y aller, entre autres à cause de Jared Leto ou quoi, etc. Et ça me permettra peut-être de dire à ces gens s'il faut le regarder tout de suite, maintenant, plus tard, etc. Et je me dis que si une personne n'y va pas parce que avec ce que je dis, que j'aime ou que j'aime pas, bah ça a entre guillemets rentabilisé le fait d'en parler. C'est une question que j'avais aussi quand j'étais critique de ciné à la radio avant. C'était vraiment ça, c'est quand j'allais voir des films qui pouvaient être controversés. Je me suis dit, il y avait des controverses, pas tous, vraiment pas tous, mais certains où j'hésitais, je me dis bon, ça je vais en parler parce que il est important d'en parler. Et ça permet de mettre le sujet et de ne pas le passer sous le tapis, parce que la plupart des gens qui vont en parler de ce film sont plutôt pas contre les actions de la personne qui les a faites. Et donc c'est pour éviter ce silence que j'en parle. Mais je vais quand même parler du film, maintenant que c'est dit. Donc on se retrouve quelques années après Tron Legacy, avec un changement complet de cast, de réalisateur, de tout. C'est vraiment, on prend tout et on enlève. On a bien Jeff Bridges au scénario, enfin pas au scénario, mais au cas marqué sur l'affiche, mais pas de Viva Wild, etc. Machin, bon, l'acteur principal, on s'en fout. Même si j'aurais aimé qu'il soit là pour présenter autre chose et peut-être être plus intéressant, et ça m'aurait pas déplu. Bref. Et on se retrouve du coup quelques années plus tard où on reprend une des idées qui était à la fin de Tron Legacy, c'est-à-dire le questionnement d'amener quelque chose du monde virtuel au monde réel, donc le faire l'opposé, la chose inverse. Et là, il y avait plein de choses, j'ai évité de trop en parler, mais du coup il y a toute une compétition qui se fait entre Dillinger et Encom, sachant que Dillinger était déjà l'ancien méchant du premier Tron et de Tron Legacy, donc était des membres du conseil de Encom, donc la boîte dans laquelle travaillait Schlien dans le premier Tron et le deuxième. Donc on reprend cette opposition-là avec un héritage de la famille Flynn qui se veut très altruiste, open source, écologiste, etc., etc., et Dillinger qui, on s'en fout, on veut du fric, on va faire la guerre, et voilà. Et c'est là-dedans qu'un programme nommé Ares, c'est une sorte, là on le voit, c'est pas dit, mais clairement on voit la structure d'un réseau neural en informatique, et on voit un programme qui apprend d'échecs et d'échecs, etc. On comprend que c'est une IA comme maintenant on les connaît. Alors ça fait bizarre de se dire que les autres, avant, c'était pas des IA, quand on les voyait dans les films, etc. Mais en tout cas là, on voit ça. Les autres programmes d'avant avaient quand même malgré tout une personnalité. Donc là, bon, en effet, ça prend ce sujet-là, et comment ce programme-là, qui est en effet designé pour être le soldat du futur, on télécharge un bonhomme et on l'amène dans le monde réel, il vous fait les scènes d'affaires, et voilà, et ça c'est le plan du méchant, mais il cherche le moyen de le maintenir dans le monde réel. Et Encom fait la même chose, mais pour apporter de la nourriture, de l'eau, etc., des logements. Voilà.
Et donc on suit cette compétition qu'il y a pour aller chercher ce code, qui, à un moment, semble être la spécificité des ISO dans Tron Legacy. C'est jamais repris. C'est vraiment dommage, parce que je trouvais que l'idée des ISO était vraiment sous-exploitée et vraiment intéressante. Il y avait quelque chose à creuser, alors j'ai peur qu'ils le creusent dans le 4. Bref, est-ce que c'est une bonne idée? J'en doute. De toute façon, vu le flop que fait le film, j'en doute. Et c'est du coup encore plus dommage. Et du coup, là, on se retrouve à voir avec un film où une sorte de course contre la montre entre les personnes de Encom et les personnes de Dillinger, avec au milieu ce programme Ares qui va petit à petit découvrir ce que ça... Enfin, en étant envoyé régulièrement dans le monde réel, et puisqu'elle a les capacités d'apprendre et de voir ce qui ne sait pas, etc., va découvrir le monde avec ce que ça peut vouloir dire, comprendre ce que veut dire vouloir... qu'il va être remplacé ad vitam aeternam. Et là encore, on aurait pu avoir une petite pointe de regarder les produits jetables. Et si on vous trouve quelqu'un, si on épuise quelqu'un, on a juste à prendre quelqu'un d'autre, etc. Avec tout le monde du travail, etc. Qui est un sujet qui est de plus en plus parlant. Et bien sûr, absolument pas passé sous les feux de la rampe. On n'en parle pas. Et c'est un peu dommage. Ça aurait été un propos assez intéressant. Jared Leto joue justement ce fameux Ares. Et je vais montrer le reste du cast. J'ai la page là, quand même, que vous voyez un peu tout le monde. Ouf. Je me souviens plus comment je faisais ça. C'est ça, voilà. Donc, Jared Leto, Greta Lee qui joue la descendante de... je vais remettre le... Oui, ça c'est bon. Qui joue la descendante de Flynn. Quand je dis descendante, c'est la descendante d'un point de vue... je vais y arriver. Légal, enfin pas à la tête d'Encom. Et après, du coup, Jeff Bridges, etc. Et je dis Turner Smith, il me semble que... Et Gillian Anderson, bien évidemment. Est-ce que c'est qui, je pense? Ah ouais, c'est la personne qui joue dans After Yang. Très très bon After Yang. Vraiment très très bon. Qui joue aussi dans The Acolyte. Bien aimé The Acolyte. Vraiment... Enfin, j'ai pas aimé. Il y avait de bonnes idées, mais non. Bref. Voilà, ça vous permet de voir un peu le cast quand même sous les yeux, parce que je sais que la plupart des gens aiment bien voir le cast, même si pour moi je préfère voir la liste de production. Ah. Ouais, voilà. J'avais peur que... Ouais, c'est juste un yes man, c'est pas grand monde. Non mais... Ouais, bon. C'est pas non plus la folie. Ah, Born Again, il faudrait que je le voie. C'est la production, c'est... Ouais. Ouais, c'est pas non plus... C'est pas non plus des gens très habitués. Je pense que ce sont des bons gros yes man. Mais par contre, ce que je vais voir, c'était la production. J'aurais pu travailler ça à l'avance, mais... Voilà, bien ce qui me semblait. Jared Leto est à la production. Bon, et vous savez quoi? Hop là. Mais oui, c'est vraiment... Voilà, Jared Leto est à la production, ça répond à une de mes questions. Et du coup, ce programme Ares qui va découvrir un peu ce qu'il en est, comment ça va se passer, etc. au milieu de cette course-poursuite. Et ça va être l'un des gros problèmes de ce film. Jamais il se pose un instant. Il y a des scènes
d'actions qui s'enchaînent, des situations pressantes qui arrivent, mais il n'y a jamais ce moment de vraiment on peut se waouh un peu, où on peut être un peu surpris, on peut être un peu voir un peu ce moment de voir le monde virtuel ou le monde réel qui est toujours le moment où on change le monde, où on change, on voit des principes, on voit des choses qui sont intéressantes et c'est ça qui est intéressant souvent dans le jeu, c'est de voir ce nouveau code, ces nouvelles choses. Et là, vu que ça arrête pas de changer, de passer de l'un à l'autre, ça manque un peu. Surtout que, par exemple, on aurait pu imaginer deux versions de la grid différentes entre la grid de Dillinger et la grid de Encom, avec des codes couleurs, des fonctionnements, des choses vraiment différentes d'un côté et d'un autre. Ils ne font jamais ça. Et fondamentalement, le film est mauvais. Le personnage de Jared Leto est trop central et pas assez intéressant. Justement, Eve Kim a, donc le personnage féminin, a une quête personnelle, un problème personnel, un rapport personnel avec en particulier le deuil, etc., qui est très intéressant et qui m'a touché personnellement, que j'ai trouvé intéressant, qui en plus aurait pu, à la fin du film, être encore plus intéressant pour quelque chose vis-à-vis du protagoniste, de l'antagoniste même, qui du coup est un Dillinger, fatalement. Et là, on se retrouve avec un sous-texte complètement sous-exploité, mais vraiment complètement sous-exploité, parce que Jared Leto. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose d'assez fade avec un Jared Leto qui est dans le non-jeu, donc au moins il joue pas mal, il joue juste pas trop. Mais il joue pas. Là, on voit par exemple que. Je vais y arriver, j'ai oublié son nom. En plus, je parlais de Blade Runner 2049 tout à l'heure. Bref, il y a des acteurs qui jouent très bien de mon jeu, et que c'est un jeu en soi, et que lui, c'est juste. Ah là là, des gros plans sur mes yeux, et encore. Et toujours, des gros plans sur ses yeux. Et son personnage est trop balèze, mais tu comprends, et il devient sensible. Alors le fait qu'il soit balèze, etc., ça, c'est logique et c'est cohérent, mais là, ça fait trop... Ça colle pas. Je suis content qu'ils aient évité certains écueils narratifs. Il reste une direction artistique très très cool. Des idées de mise en scène très très cool, des armes et des situations, des applications des traits que peuvent faire les motos, comme depuis le Tron 1, qu'on a vu dans le Tron 2 derrière des avions. Et du coup, tout genre de choses que je trouvais vachement intéressantes. Quand j'ai commencé à voir ce film, je me suis dit, il y a des sujets qui sont vachement intéressants, justement avec l'IA. Il y a du coup une altérité qui est réellement faite, une vraie altérité, là où par exemple Clou dans le Tron Legacy, et même Tron dans le premier, étaient des créations miroirs des personnages du film. C'est-à-dire qu'ils avaient les mêmes traits que les personnages. Là, on a quelqu'un de différent qui n'existe pas dans le monde réel, qui existe dans le monde virtuel. Et je me suis dit qu'il pouvait y avoir un rapport à l'altérité qui devenait intéressant, et comment ça pouvait être amené. De plus, il y a un rapport justement à la mort, à l'usure des choses, en effet, à ce moment où des personnes peuvent être expirées de date avec l'obsolescence programmée, c'est littéralement ça. Là, il y aurait pu avoir un travail sur l'obsolescence programmée, il y aurait pu avoir un rapport à l'altérité, un rapport au deuil, à l'acceptation de la mort, et tout ce genre de choses qui sont là au cœur de la chose. Et j'ai l'impression qu'on se concentre juste sur Jared Leto qui fait et qui est trop balèze. Pas trop, mais juste ce qu'il faut trop pour vampiriser le reste. Et j'ai l'impression que le film est devenu beaucoup plus aseptisé que ce qu'il ne pouvait être à la base. Et c'est pour ça que je voulais voir si Jared Leto était à la production ou pas. Parce que s'il est à la production, ça veut dire qu'il avait son mot à dire sur ce qui se passait, comment ça se passait, etc. et la place de son personnage. Il vampirise complètement la place du personnage principal. Le personnage principal, normalement, Eve Kim, devrait être le personnage central. Et reste le sidekick, entre guillemets, le faire valoir, entre gros guillemets,
mais en fait, un peu à l'opposé des films d'avant, c'est-à-dire que le personnage d'Eve Kim, normalement, avant, classiquement, aurait été un personnage masculin. Le personnage de Ares, classiquement, aurait été un personnage féminin. Du coup, Athéna. Et là, le fait que ça change la dynamique qui change, c'est pas trop mal, mais du coup, on n'a pas de personnage féminin intéressant et fort, même si le personnage l'est. C'est juste qu'elle n'a pas cette place-là, elle peut pas prendre cette place-là. Il y a des moments bien intéressants, on voit quelque chose d'intéressant dedans, et non, et juste non. Et ce film aurait dû être plus... On aurait dû virer des moments sympas, et pour donner quelques scènes d'action vraiment cool. Et il y a vraiment des scènes et des moments et des mises en scène très très cool avec le monde réel, avec le monde virtuel, etc. Il y a des situations, c'est super sympa. Et la musique de Nine Inch Nails, pour y venir, oui, elle marche, c'est pas aussi bien que Daft Punk, mais presque parce que je dirais là, j'en veux même pas à Nine Inch Nails, c'est de toute façon le film, ça aurait mis en valeur un film qui n'en vaut pas le coup. Donc voilà, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment... Enfin, déçu. Ouais, je suis déçu parce que, en fait, j'attendais rien, j'ai vu le film, j'ai vu qu'on aurait pu faire quelque chose, et j'ai vu qu'ils y ont mis Jared Leto. C'est vraiment ça. C'est vraiment, ils ont mis Jared Leto dedans, et ben ça va pas. Et c'est vraiment, ça va pas, parce que, en dehors de toutes les controverses, de tous les problèmes, etc., ce personnage vampirise le reste, vampirise le film. Et je parle juste en termes de personnage. Quand en plus on rajoute les problèmes que peut avoir cet acteur dans le monde, voilà. Et là, vraiment, j'y suis pas allé à charge sur Jared Leto. C'est vraiment pas le problème du tout. Ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit la même chose, de la même manière. Ça aurait été quelqu'un qui a aucune casserole au cul, voire même qui est le... Ça aurait été un Pedro Pascal, par exemple, ou quoi, machin. Ça aurait été pareil. J'aurais dit la même chose. Pour les quelques au fond du couloir qui n'ont pas suivi. Et je suis vraiment... bonjour, Camimous. Mais voilà, du coup, tu arrives à la fin du... live, je vais bientôt commencer à jouer. Mais voilà, donc... bof. Bof. Je suis un peu déçu, parce qu'il y aurait pu avoir un moyen de faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'était mon avis sur Tronares. C'est chiant. C'est un peu chiant d'avoir quelque chose de peu intéressant. Je vais couper l'enregistrement là pour le mettre sur YouTube. Je vous dis bon courage en tout cas pour les gens sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, une de ma critique et deux du film, si vous l'avez vu ou pas, ou quoi, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi je vais me lancer sur Asuka. Bon courage à vous, à bientôt.